Bonjour et bienvenue au Parloir, un balado sur l'histoire du Québec. La communauté juive de Montréal m'a toujours intriguée. Même si, sur l'avenue Bernard, je voyais à quelques mètres de moi des hommes et des femmes au style vestimentaire pour le moins particulier, j'ai toujours eu l'impression qu'une grande distance nous séparait d'eux. C'est pour ça que j'étais vraiment excitée à l'idée de parler enfin à un spécialiste de la communauté juive. Monsieur Pierre Anctil, professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa, a dédié sa carrière à essayer de briser les mythes et nous rapprocher de la communauté juive, que ce soit à travers son enseignement, mais aussi des livres comme Les Juifs hassidiques de Montréal, aux presses de l'Université de Montréal, ou Trajectoire juive au Québec, des presses de l'Université Laval. On lui doit aussi plusieurs traductions du yiddish au français, des ouvrages rédigés par des immigrants juifs. Bonne écoute. Bonjour, Monsieur Pierre Anctil. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, c'est un grand plaisir. Pouvez-vous commencer par nous donner un portrait global de la communauté juive au Québec en nous disant un peu d'où ils viennent et qui ils sont? Oui, alors il faut toujours parler d'une grande diversité juive et donc il faut parler de plusieurs communautés à l'intérieur d'une population juive d'environ 90 000 personnes concentrées essentiellement, là, presque totalement, à Montréal, dans la partie la plus à l'ouest de l'île de Montréal. Alors, historiquement, il faut savoir, l'identité juive se décline de multiples façons. Il y a des attaches religieuses, il y a des attaches culturelles et il y a des attaches qui sont liées à des phénomènes bien précis au 20e siècle, comme l'Holocauste, la création de l'État d'Israël, et aussi tout ce qui touche les événements liés à l'antisémitisme. Alors, on arrive à Montréal avec une grande complexité d'identité. D'abord, la principale différence, le principal élément qui crée des communautés séparées, c'est la question des origines ashkénazes ou séfarades des Juifs montréalais. Par Ashkénazes, on entend les Juifs qui sont venus d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est avec une culture germanique, entre autres avec l'usage de la langue yiddish, euh, en contraste avec les séfarades, mot hébreu qui veut dire l'Espagne, les séfarades qui sont descendants des Juifs expulsés de l'Espagne en 1492, qui se sont installés surtout sur le pourtour de la Méditerranée et qui donc, contrairement aux premiers qui ont vécu dans une sphère essentiellement chrétienne, eux, les séfarades, ont vécu historiquement dans une sphère essentiellement islamique. Là, c'est les deux grandes différences. À Montréal, on trouve la même chose à Paris, on trouve la même chose en Israël. C'est quelque chose d'assez courant dans le monde juif contemporain. Et donc, il y a des nuances. Tous les Juifs ne parlent pas la même langue, n'ont pas les mêmes coutumes culturelles, n'ont pas la même façon d'interpréter l'histoire et n'ont pas non plus la même façon de pratiquer le judaïsme. Ça, c'est une autre grande différence. À Montréal, il y a des pratiquants orthodoxes du judaïsme, c'est-à-dire qui sont soucieux de respecter tous les préceptes qui suivent le calendrier judaïque et qui se soumettent à une vision
traditionnelle du judaïsme. Par contre, il y a des Juifs qui sont des adeptes des courants plus conservateurs ou libéraux, qui n'observent pas toutes les complexités de la vie religieuse juive. Et il y a finalement des gens qui sont pas très religieux ou qui sont religieux à l'occasion, mais qui comptent plutôt sur la culture, la conscience de l'histoire juive pour s'affirmer comme juifs. Alors, il faut toujours se rappeler à Montréal qu'on est devant un ensemble très, très complexe, décliné de multiples façons. Et pour cette raison, on préfère parler de communauté au pluriel. Les gens ayant tendance à se regrouper soit dans des organisations religieuses ou dans des institutions culturelles ou des organisations plus, je dirais, euh, euh, qui ont trait à la philanthropie, se regroupant par langue, par pays d'origine, par sensibilité religieuse. Donc, vous avez parlé des Juifs d'origine parashkénaze de l'Europe de l'Est et séfarade de l'Espagne. Dans dans quelle mesure est-ce que les Juifs hassidiques où est-ce que se situent les Juifs hassidiques dans Oui, ce tableau? dans la population de 90 000 Juifs de Montréal, il y a un segment particulier d'environ 12 000 personnes, donc en gros 1 sur 5, 1 sur 6, qui sont des Juifs dits hassidiques, qui appartiennent à un courant religieux particulier, venus de Pologne. Donc, il s'agit vraiment de Juifs ashkénazes qui mènent leur vie de tous les jours en yiddish, qui est une langue germanique apparue en Allemagne dans la vallée du Rhin vers le milieu du Moyen Âge, et qui ont des coutumes, des traditions, une manière particulière de respecter de manière très stricte les préceptes du judaïsme. Cette population-là, donc ashkénaze, se distingue par son habillement, qui est traditionnel, c'est-à-dire qui reflète un état de société juif en Pologne au 19e siècle et qui sont visibles aussi parce qu'ils sont regroupés en communautés très tissées, très serrées. On peut les identifier dans certains quartiers assez facilement et on peut identifier leurs pratiques religieuses. Donc il y a différentes communautés, heu, mais elles réussissent tout de même à toutes avoir plus ou moins la les mêmes Oui, croyances oui, c'est religieuses. ça. C'est bien Alors, ils ça? se distinguent par l'interprétation, par la pratique, par la vision historique, mais fondamentalement, toutes ces différentes communautés sont rattachées historiquement au grand tronc du judaïsme qui plonge ses racines jusqu'au Moyen-Orient il y a 2000-2500 ans. Donc, jusqu'à la période biblique. La plupart des préceptes, d'ailleurs, du judaïsme sont tirés d'une manière ou d'une autre du texte biblique. Le judaïsme, c'est un mot dont le sens est relativement large, qui réfère à la base à une religion, mais je crois que le judaïsme peut différer d'un endroit à l'autre, selon le pays ou la région. En quoi est-ce que se distingue le judaïsme, au Québec ou à Montréal des autres, formes de Alors, judaïsme? essentiellement, sur le plan historique, alors il est apparu une population juive importante au Canada, à Montréal, seulement au début du 20e siècle. Alors, si on retrace les formes les plus, je dirais, visibles du judaïsme, c'est suite à la grande migration est-européenne qui a eu lieu à partir de 1904 et qui a duré jusqu'en 1914, jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est à ce moment que sont apparues au Canada, à Montréal, les populations densément définies. Précédemment, au 19e siècle, les Juifs se comptaient en très petit nombre et au début du 19e, par centaines seulement.
alors qu'au Canada, on est tout près maintenant de 400 000 Juifs, et à Montréal, je l'ai déjà dit, 90 000. Alors, c'est une population juive nouvelle, récente, par rapport, par exemple, aux populations juives entrées en Europe à l'époque de l'Empire romain, dans le sud de la France, et entrées en Allemagne au début du Moyen Âge. Ça fait une différence très importante puisque essentiellement le judaïsme au Canada a eu des liens très soutenus avec l'Europe, puisqu'il était d'origine européenne jusqu'à la Shoah, et a eu des liens aussi très forts avec le judaïsme américain, qui est plus important sur le plan du nombre et qui est apparu aussi un peu plus tôt. Donc, ce qui est caractéristique du judaïsme canadien, c'est sa couleur très nouvelle, très récente. Par ailleurs, le judaïsme canadien a grandi très rapidement au 20e siècle, suite à plusieurs migrations. Et aujourd'hui, les Juifs canadiens sont la troisième communauté juive de la diaspora. Après les États-Unis et la France, les Juifs canadiens représentent la plus grande concentration de Juifs à l'extérieur d'Israël. Ça aussi, c'est assez caractéristique. Et ce judaïsme canadien, il est beaucoup plus diversifié que le judaïsme européen, français ou américain, parce qu'on y trouve vivantes plusieurs langues, et on y trouve aussi des immigrations récentes qui marquent encore beaucoup le paysage institutionnel canadien juif. Si on parle de ces langues, c'est sûr qu'il y a le yiddish. Est-ce que vous pouvez nommer Oui, un peu les alors autres langues au début du 20e parlées? siècle, le yiddish a été la langue dominante de la communauté juive canadienne et montréalaise. Et on a des données en 1931, 99% des Juifs de Montréal avaient le yiddish comme langue maternelle. Ensuite, il y a eu une intégration qui a produit une communauté anglophone essentiellement. Puis sont arrivés les Juifs séfarades du Maroc, qui, eux, avaient le français langue maternelle, qui ne se sont pas assimilés au premier, et sont venus d'autres apports russes, des pays arabes, de l'Amérique latine avec l'espagnol. Alors aujourd'hui, à la Bibliothèque publique juive de Montréal, qui est une institution communautaire qui date de plus de 100 ans, on offre des services en anglais, en français, en espagnol et en russe. On offre aussi des services, des ouvrages en yiddish et bien sûr en hébreu. Intéressant. Est-ce qu'il est vrai de dire qu'il y a peu d'échanges culturels entre les communautés francophones et les communautés juives au Alors Québec? ça, c'est une question intéressante et relativement subtile qu'il faut aborder avec beaucoup de nuances. Euh, Ce qui est arrivé au moment de la grande vague migratoire de 1904 à 14, les écoles catholiques, francophones et anglophones, mais essentiellement francophones, ont refusé d'admettre des Juifs comme élèves dans les classes, prétextant que le judaïsme était incompatible avec la chrétienté et l'enseignement du Christ. Alors, les Juifs ashkénazes qui arrivaient, qui étaient de langue maternelle yiddish, ont envoyé leurs enfants à l'école protestante de Montréal en vertu d'un accord qui a été formellement inscrit sur le plan légal en 1903, déclarant les Juifs de tradition donc judaïque, protestants pour les fins de l'éducation. Ça a éloigné presque tous les Juifs de la grande vague migratoire du monde francophone catholique qui était présent à Montréal, qui était dominant sur le plan numérique. Il faut attendre la Révolution tranquille pour que des premiers liens se tissent de manière plus soutenue. Alors, il faut nuancer beaucoup. On sait que
dans la vie de tous les jours, sur le boulevard Saint-Laurent, dans les syndicats de la confection, juifs et francophones se rencontraient tôt au 20e siècle, qui avaient des échanges dans les commerces, dans les restaurants, dans les usines pour produire des vêtements, sur la rue, dans les quartiers. Euh, Là où il n'y avait pas vraiment beaucoup d'échanges, c'était au niveau des élites religieuses, les élites catholiques, les intellectuels, la vie politique. C'est ce qui va basculer avec la loi 101, avec la Révolution tranquille. Et il faut le dire, c'est très important, avec l'arrivée des séfarades. Alors, les séfarades vont avoir tendance à bilinguiser la communauté juive. Et à partir de là aussi, les changements structurels de la Révolution tranquille, les hôpitaux et les institutions éducatives juives vont être financés en partie par le gouvernement du Québec. Ça va donc amener un processus de francisation. Et à partir des années 80, il y a une découverte mutuelle, il y a beaucoup plus d'échanges structurés, organisés entre la majorité francophone non juive et les Juifs de Montréal qui se poursuit aujourd'hui et qui porte des fruits, qui est très importante et qui a ramené les deux groupes dans une position de se découvrir mutuellement, d'échanger. Et qui va continuer de porter des fruits et qui est en train de modifier aussi le profil culturel des Juifs de Montréal. La très grande majorité des jeunes Juifs de Montréal sont bilingues dans le sens de la loi sur les langues officielles canadiennes. Ils sont capables de travailler dans l'une ou l'autre des langues officielles. Ils sont capables de circuler dans l'ensemble de l'espace montréalais, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans. Est-ce que ces jeunes, des communautés juives, font leur éducation dans notre, système éducatif ou est-ce qu'ils ont leurs propres écoles? C'est un enjeu extrêmement important pour la communauté ou les communautés juives de Montréal. C'est la perpétuation du judaïsme et de l'identité juive, dont une partie repose sur l'apprentissage de l'hébreu et sur la connaissance des textes sacrés, et une autre partie sur une prise de conscience de l'histoire juive contemporaine. Pour y arriver, la plupart des parents envoient leurs enfants à un titre ou un autre dans une école juive privée. Il y a au moins la moitié des enfants sur l'île de Montréal actuellement qui sont inscrits à plein temps dans des écoles juives. Et il y a plusieurs types d'écoles juives. Et une autre partie qui suit des cours à temps partiel. Et c'est ce qui produit une conscience identitaire juive. C'est extrêmement important. Les Juifs tiennent à ce que leur tradition religieuse, qui est très différente sous plusieurs aspects du christianisme, se maintiennent, soit présentes, soit transmises. Et donc, ça a des effets sur le plan institutionnel, sur le plan scolaire. Par ailleurs, et c'est une forme de dialectique, autant les Juifs tiennent à avoir un espace communautaire, un espace judaïque, identitaire en soi, où ils puissent maintenir leur position et continuer de se manifester comme personnes d'origine juive. Ils tiennent en même temps à obtenir le droit à une pleine participation à la société québécoise en tant que citoyens québécois. Donc, les Juifs sont soucieux du respect des droits des minorités, des droits linguistiques, soucieux de protéger les libertés fondamentales. Alors, c'est une dialectique. C'est vrai pour la plupart des minorités, et c'est vrai pour aussi, on imagine bien, les Québécois dans l'ensemble canadien, où ils sont minoritaires. Alors, à la fois préserver l'identité de base, l'identité fondamentale du judaïsme,
et en même temps obtenir les droits fondamentaux dans une société pleinement démocratique et donc pouvoir participer à tous les aspects, toutes les formes je dirais, de toutes les sphères de la vie publique québécoise. Vous parlez de minorités, ce qui m'amène à demander, est-ce qu'on peut dire que la communauté juive est une communauté vulnérable au Québec, de par son aspect minoritaire ou sa Oui, différence? oui, les minorités, il y a plusieurs minorités religieuses maintenant au Québec depuis une trentaine d'années avec l'immigration. On a aussi des minorités musulmanes, bouddhistes, on a aussi des minorités sikhes, en plus de maintenant une minorité juive. Alors, il y a eu une diversification des formes de vie religieuse minoritaire. Et aussi, il y a eu une diversification importante des origines culturelles, des personnes qui sont venues soit du Vietnam, soit du Chili, soit du Maroc, des pays africains, de l'Europe de l'Est, suite à tout un tas d'événements depuis 50 ans. Alors oui, c'est certain que ça engage une certaine vulnérabilité de former un pourcentage assez bas de la population et de vouloir préserver des origines d'une manière assez soutenue. Est-ce que les Juifs sont vulnérables dans le sens, est-ce que le judaïsme est menacé à Montréal? Je dirais que beaucoup moins qu'avant. La situation du judaïsme est relativement positive parce que la majorité, autant francophone qu'anglophone, non juive, s'est ouverte à la différence, à la diversité. On a plus de compréhension, meilleure connaissance de l'histoire des communautés minoritaires au Québec. Et les pires excès au niveau de l'antisémitisme se sont produits dans les années 30. Ils sont aujourd'hui nettement diminués. Alors, c'est certain que les minorités sont soucieuses de la préservation de leur espace communautaire, mais je crois qu'avec un réseau scolaire judaïque développé, avec des institutions juives importantes à Montréal et une certaine autonomie dans le réseau institutionnel, les Juifs sont dans une position plus favorable qu'avant. On le note d'ailleurs sur le plan des données sociologiques qui apparaissent dans le recensement canadien, quand on étudie le judaïsme de Montréal, c'est peu connu en dehors de la communauté juive, mais les Juifs de Montréal représentent la population juive la plus attachée au judaïsme en Amérique du Nord. C'est la population où il y a le moins d'intermariage, où il y a le plus de manifestations institutionnelles juives, où les préceptes et les rituels sont les plus pratiqués, nettement devant Toronto et beaucoup plus qu'aux États-Unis. Alors, s'il y a une ville qui est favorable à la préservation du judaïsme, même d'une manière discrète, c'est bien Montréal. Sans qu'on puisse dire que la situation soit réglée sur tous les plans, que la situation soit idéale et parfaite. Quels éléments culturels issus de la communauté juive on peut observer ou apprécier aussi à Montréal ou ailleurs dans la province? Alors, essentiellement, c'est à Montréal parce que c'est là que 97% des Juifs du Québec vivent, et en particulier dans certains quartiers. Alors, sur le Myland, dans le quartier Myland de Montréal, donc qui est un quartier central dans l'axe du boulevard Saint-Laurent, on peut observer des populations hassidiques, particulièrement sur l'avenue Parc et dans des quartiers limitrophes, qui, pour des raisons de visibilité, sont facilement identifiables. Ça produit une vie particulière, rythmée par le calendrier judaïque et qui s'accompagne de coutumes culturelles comme l'habillement, l'usage de la langue yiddish, la consommation de produits cachers dans les épiceries. En dehors de ça, quand on se déplace vers l'ouest,
vers les municipalités de Côte-Saint-Luc ou de Hampstead, et même plus à l'ouest, on découvre là des populations qui sont moins visibles, plus intégrées au tissu canadien sur le plan visuel ou sur le plan social, mais qui se distinguent aussi par une densité résidentielle importante. Alors, Montréal est une des villes en Amérique du Nord qui possède, dans certains quartiers, la plus forte densité de résidents juifs. Ça peut aller jusqu'à 80% dans les quartiers, certains quartiers de l'ouest de l'île. Euh, donc, on peut, dans ces quartiers-là, observer une vie juive. Par exemple, le soir du sabbat, le vendredi soir, on va observer les gens se déplacer vers la synagogue, le samedi matin en particulier. On peut aussi obtenir de la nourriture cachère facilement. On va observer aussi des événements culturels, des concerts, des institutions disponibles, des bibliothèques, des écoles, des espaces qui sont plus visiblement juifs localement. Et ça fait partie de l'environnement, comme d'autres quartiers vont être marqués par la présence chinoise ou italienne ou portugaise. Alors, c'est une réalité courante à Montréal que les communautés ont tendance à se regrouper autour d'un noyau historique où on peut voir plus manifestement des formes de vie culturelle, de vie religieuse. Sans oublier les fameux bagels. Oui, ben, il y a des mets juifs qui sont devenus emblématiques à Montréal. Alors, le bagel, où on peut aller dans certains types de commerces pour les voir, en fait, cuire et on peut les acheter frais. Bon, le smoke meat aussi, et certains types de restaurants, surtout issus de la culture ashkénaze, est-européenne et russe, mais on peut aussi trouver des restaurants issus de la culture séfarade, méditerranéenne. Et on peut trouver des magasins qui offrent des objets rituels, des menorahs, des livres de prière, etc., etc. Et ça se trouve dans certains quartiers assez facilement. Et ça fait partie de l'environnement culturel montréalais de manière courante. Est-ce qu'il existe des difficultés particulières pour les communautés juives dans leur contexte d'intégration à notre société? Euh, En fait, non. La plupart des Juifs de Montréal obtiennent un niveau d'éducation enviable. Beaucoup de Juifs obtiennent des diplômes universitaires, entrent dans les professions ou entrent dans le domaine immobilier, marketing, etc., etc. Euh, le problème est plus aigu du côté des communautés hassidiques qui généralement parlent assez bien, quoique c'est variable, assez bien l'anglais, mais qui ont plus de difficultés que le français et qui n'ont pas en général l'occasion de se scolariser puisque les mariages ont lieu très tôt, au début de la vingtaine. Ces communautés-là font l'expérience parfois de certaines difficultés d'intégration ou d'obtention d'un niveau socio-économique intéressant. Mais ça fait partie de la façon dont les Juifs hassidiques considèrent leur place dans la société, préfèrent être un peu à l'écart pour préserver dans toute son intégralité la vie juive. Évidemment, ça a comme conséquence parfois que c'est plus difficile de trouver de l'emploi intéressant ou des niveaux de rémunération plus élevés ou d'entrer dans certains types de professions plus réglementées. Quel type de profession vont pratiquer ces juifs hassidiques de manière Alors, en générale? général, les Juifs hassidiques vont se tourner vers le petit commerce, les petites manufactures, par exemple les épiceries cachères, la production de certains biens alimentaires qui sont particuliers, qui répondent à des exigences strictes.
sur le plan judaïque. Ils vont aussi servir dans la communauté juive élargie à cause de leur connaissance très profonde du judaïsme. Ils vont servir d'abatteurs rituels ou d'enseignants dans les écoles juives au niveau de la langue hébraïque ou de l'interprétation biblique. Et ils vont aussi souvent circuler dans les milieux plus religieux, forment un espace d'affirmation religieuse auquel les autres juifs sont attachés, mais qui ne sont pas toujours engagés avec autant de profondeur. Alors, les Juifs hassidiques, en général, n'entrent pas dans les professions libérales, médecine, droit, professions scientifiques comme le génie, par exemple, parce que leur niveau d'éducation est plus bas et parce que ça pose un problème, la pratique de ces professions, au niveau de Juifs qui veulent absolument maintenir un comportement, des traditions strictes sur le plan des calendriers religieux. Est-ce qu'il y a un désir ou peut-être même des efforts en place pour favoriser les échanges entre la communauté juive et le reste des Québécois? Oui, je pense que ça fait au moins une trentaine d'années qu'il y a des programmes d'échange, de, de découverte mutuelle. Par exemple, le Musée de l'Holocauste de Montréal fait des efforts pour attirer des classes de niveau secondaire des écoles publiques francophones et anglophones non juives à Montréal pour les aider à prendre conscience de la Shoah. Il y a aussi, au niveau religieux, il y a des échanges qui se produisent entre chrétiens, catholiques, protestants et autres, et juifs dans certaines institutions précises. Et on trouve aussi dans les milieux culturels, alors il y a toute une prolifération d'espaces culturels à Montréal juifs. On pense à la Bibliothèque publique juive, on pense aussi au Centre Seagull, où on offre du théâtre, soit en langue anglaise, française ou en langue yiddish. On pense aussi à des espaces dédiés au sport. Alors là, il y a vraiment une volonté d'élargir. C'est des institutions qui sont principalement dédiées à la communauté juive, mais qui peuvent et qui font des efforts pour attirer des publics plus larges. C'est vrai aussi au niveau scolaire. Les membres des différentes communautés juives savent très bien que les jeunes vont devoir entrer dans la société québécoise pour gagner leur vie, ils vont devoir circuler, ils vont devoir être à l'aise. Alors, ça fait partie de cette dialectique qu'on discutait entre la volonté de préserver le judaïsme, mais en même temps la volonté de participer pleinement à la société qui est plus large, la société québécoise et canadienne. Monsieur Anctil, je vous remercie énormément de nous en avoir fait découvrir sur cette communauté juive au Québec. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. J'espère que ça va permettre à tout le monde de découvrir tous les aspects intéressants et complexes de cette population juive de Montréal.